notre médecine de chacun, euh, c'est la manière dont on va aller d'abord pour soi transcender ce qui est, comment dire, ce qui appelle à voir la lumière en soi, dans ses profondeurs. Pour vous en parler, je vais d'abord vous parler des électrons. Les électrons, en fait, ce sont des... Vous voyez comment c'est un électron? On a l'atome et puis tout autour, on a des électrons qui gravitent. Et les électrons, d'un point de vue électrique, il va y avoir un mouvement. Ce mouvement, quand on vient se connecter à ce mouvement, on se rend compte chaque électron a une sorte d'intention et que chacun est porteur à la fois de l'énergie yin qui est cette intention et à la fois de l'énergie yang. Donc énergie yin c'est le féminin, pardon, et l'énergie yang c'est ce mouvement, c'est ce que l'on appelle le souffle divin. Et qu'est-ce qu'est ce mouvement? En fait, d'où provient l'intention de l'électron? C'est l'amour, tout simplement. C'est vraiment l'amour. Donc, si on devait parler de la mission des âmes, en fait, de notre mission d'âme, eh bien, c'est simplement venir rayonner cet amour sur la terre. Souvent, on entend des personnes qui sont en quête du sens de leur mission. Pour moi, dans ce que j'ai reçu comme enseignement, il n'y a pas d'autre sens de mission que celui de venir rayonner l'amour dans sa dimension divine, c'est-à-dire vraiment dans sa dimension la plus haute. Et la médecine, ça va être la couleur. J'ai vu dans les questions qu'il y avait quelle est ma musique. Eh bien, ça peut être la couleur, la teinte, la musique de comment chacune de vous va vibrer cet amour. Pour aller à la rencontre de cette médecine unique, eh bien, on va aller un petit peu regarder son parcours. Chacune de nous, dans notre parcours, on nous a servi des enseignements. Et bien souvent, on peut se rendre compte quand on de vie qu'on va venir comme recevoir à nouveau des enseignements toujours au même endroit. On a une vision un petit peu punitive de la vie qui va dire c'est parce que j'ai mal fait, alors la vie elle me le resserre. Il y a du vrai là-dedans, effectivement. Quand on n'écoute pas trop les leçons et les signes, parfois la vie elle peut le crier plus fort. Mais en fait, ce qui est comme il y a toujours un principe de polarité, une des grandes lois universelles, c'est le principe de polarité. Ça veut dire que il y a un aspect comme sur une médaille, il y a un côté pile et puis il y a un côté face. Donc le côté face, ça va être j'ai pas bien écouté la leçon et on me la resserre. Mais le côté pile, c'est je viens être expert dans cet apprentissage, cet enseignement, je vais le vivre de plus en plus profondément pour plonger de plus en plus en profondeur en moi, pour aller déblayer les couches et plonger dans mes bouts jusqu'à pouvoir aller installer la lumière tout au fond. C'est un peu comme le principe du lotus. Si vous voyez les fleurs de lotus, la fleur de lotus, elle va plonger ses racines dans la boue pour pouvoir ouvrir vraiment une fleur qui est magnifique. Et d'ailleurs, on va dire que le chakra coronal, c'est un lotus aux 1000 pétales. C'est pas pour rien. C'est vraiment parce que pour aller déployer ce chakra coronal, pour aller déployer sa médecine, on va aller plonger dans ses profondeurs. Et ça, ce sont comme les enseignements de la vie qui vont nous amener à ça. Et de là, on trouve sa médecine. L'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer qu'est-ce que moi, dans ma vie, je suis souvent confrontée, qu'est-ce que je suis obligée d'aller rencontrer, d'aller affiner, d'aller comme asseoir pour continuer à évoluer. Et là, dans cette assise, dans ce quelque chose que l'on va chercher, eh bien,
on connecte sa médecine. Les femmes de cette ère, elles ont toutes choisi de s'incarner en cette ère pour accueillir cette nouvelle humanité. Les mémoires d'Atlante, donc, on va partir plutôt des Atlantes, plutôt que de parler de leur mémoire. Les Atlantes, c'était des êtres qui avaient une conscience de leur pouvoir créateur, c'est-à-dire de la manière dont ils pouvaient façonner la matière de par leur intention et leur verbe pour créer sur la Terre un espace de lumière, une manière de diviniser la matière. Simplement, il y a eu en Atlantide, à un moment donné, certains êtres qui ont pris ce pouvoir-là pour servir leurs propres intérêts. Donc, il y a eu comme une prise de conscience dans un conseil des sages que c'était pas la bonne époque, que l'être humain avait d'abord besoin d'aller à la rencontre de la puissance de son cœur, un peu comme des super-héros à qui on donnerait des super-pouvoirs et puis qui font des bêtises au début parce qu'ils savent pas trop comment le gérer et qui ont besoin d'aller s'expertiser, si on peut dire, pour ensuite pouvoir œuvrer au service de la divinisation de la matière. Et donc, si on remonte à l'ère Atlante, c'était il y a des éons. Et entre le moment où l'Atlantide a été immergée et où certaines femmes ont fait le choix de voiler cette connaissance-là pour qu'elle soit comme distillée petit à petit dans les matrices et puis ensuite à nouveau accessible, et bien entre ce moment et l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'humanité a fait un voyage que l'on pourrait apparenter, assimiler à une montée de Kundalini. Donc la Kundalini, c'est l'énergie qui monte, c'est l'énergie de vie. Souvent on l'associe à l'énergie sexuelle, mais c'est l'énergie de vie, c'est le mouvement de vie dans son essence la plus vibrante qui va partir du chakra racine et qui va remonter jusqu'au chakra coronal au travers de ce que l'on appelle la Shushumna, qui est ce canal énergétique qui traverse notre corps humain, notre corps physique. Dans notre corps, notre Kundalini, on peut la faire monter comme l'on souhaite. Mais dans l'histoire de l'humanité, on est passé d'abord dans le chakra racine justement avec le paganisme, tous ces comment dire, ces croyances et ces rites qui rendaient honneur à la terre-mère. Donc là, on est dans le chakra racine, on est vraiment dans l'ancrage. Et puis ensuite, il y a eu tout ce mouvement de déploiement jusqu'à arriver au plexus solaire qu'on pourrait apparenter avec l'apogée du patriarcat, c'est-à-dire cette conquête. On découvre des terres, on domestique un peu la terre, et c'est vraiment sans jugement que je dis ça parce que c'est un passage obligé, quoi. On apprend aussi de ces erreurs-là jusqu'à aujourd'hui arriver à l'ouverture de cœur. Aujourd'hui, on est dans cette naissance de l'être de cœur. Et là, nous tous qui sommes incarnés en 2022, on assiste à ça. Alors, c'est le début, ce sont les prémices, mais on est dedans. Et comme ces enfants qui naissent et qui arrivent en conscience de tout ça passent par les matrices féminines, ce sont les femmes qui réactivent tout ça. Parce que leurs matrices, les matrices de toutes les femmes sont reliées et sont reliées à la mère divine, à la matrice source, qui est on pourrait l'appeler la mère divine, on peut l'appeler Isis, on peut l'appeler la grande source. Toutes les femmes, elles sont reliées. Et plus on réactive ces mémoires-là, qui nous permettent de nous relier à la source, et plus tous les êtres qui s'incarnent, toutes les femmes qui reconnectent ça, et tous les partenaires sexuels des femmes reconnectent cette capacité et cette ouverture au cosmos, aux enseignements cosmiques et à la sagesse cosmique. Donc je vais vous parler de cette médecine de l'être, et je vais vous parler donc des Atlantes et du pourquoi c'est accessible en ce moment. Et bien justement parce qu'on est dans cette naissance de l'être de cœur, et que dans ce moment-là, les femmes peuvent vraiment être comme des sages-femmes de cette nouvelle humanité.
Tout ça en reconnectant cette sagesse et en accompagnant la naissance des êtres de cœur, en reconnectant, pardon, cette sagesse atlante, qui n'est pas que atlante en fait, hein, parce que c'est vraiment les Atlantes, ils sont venus apporter sur la terre la présence divine, vraiment la présence et la connaissance cosmique. Voilà, donc on les appelle les Atlantes parce qu'ils étaient sur un continent d'Atlantide. On aurait pu dire que c'était un enseignement stellaire. Mais on peut imaginer les Atlantes un peu comme des grands frères et des grandes sœurs qui sont venus accompagner l'humanité qui, elle, avait tout ce chemin à faire pour, au moment opportun, avoir dans notre ADN à disposition toute cette sagesse et pouvoir la réactiver. Et là, nous sommes à ce moment. Même si ça se réactive, ça se distille petit à petit. Il faut savoir que dans les derniers channelings et dans les dernières transmissions que j'ai reçues et que j'ai transmis, actuellement, les Atlantes nous accompagnent dans le nettoyage de nos mémoires de soumission. Ces mémoires de soumission et ces sentiments de petitesse, en fait. Et c'est ce sentiment de petitesse qui nous fait nous déconnecter de notre part divine. Donc, plus ça c'est nettoyé, et plus à nouveau on peut être directement relié à notre part la plus haute. Donc, les pistes, c'est vraiment regarder votre chemin. Regardez votre chemin, voyez le nombre de fois où vous vous êtes retrouvés face aux mêmes situations. Par exemple, il y en a certains, ils vont souvent avoir besoin de se réconcilier avec le masculin ou avec le féminin. D'autres, ils vont avoir besoin de s'affranchir. D'autres, la vie va souvent leur présenter des situations où ils vont devoir apprendre à poser leurs limites avec, je sais pas, l'autorité. D'autres, ils vont avoir besoin de déployer leur chakra de la gorge et souvent, ils vont avoir des nœuds, tout ça. Et toujours une invitation à s'exprimer de plus en plus. Et elle est là, la médecine unique. La médecine unique, c'est juste dire qu'est-ce que la vie, elle essaye de m'apprendre. D'abord, on le fait pour soi, parce que pour pouvoir l'incarner, il faut d'abord l'avoir expérimenté en soi. Donc, pour reprendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui aurait besoin de s'affranchir de l'autorité, eh bien, petit à petit, il va aller voir qu'est-ce qui en lui, qu'est-ce qui en elle a besoin de cette reconnaissance de l'autorité. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être validée? C'est quoi la part de moi, de mon enfant intérieur qui a besoin d'entendre bravo, vas-y. Et une fois qu'on a laissé monter ça en conscience, comme le lotus qui plonge dans la boue et puis qui remonte la sève là pour pouvoir se déployer, une fois qu'on fait remonter ça, une fois qu'on accueille et non plus qu'on juge, ça, on se rend compte qu'on est capable, ça, de le transmettre. Que ce message, comme pour moi, la médecine unique, je pourrais poser la métaphore d'une passerelle. Et lorsque moi, j'ai passé la passerelle, je peux dire aux copains, tiens, passe par là, c'est bancal, mais tu vas voir. Et puis, essaye plutôt ça. Chacun c'est pour ça que je dis médecine unique, chacun a sa couleur par rapport à ça. Et à partir du moment où on découvre en soi comment amener de l'amour dans ce qui est le plus, ce que l'on appelle les parts d'ombre, c'est-à-dire ce qui appelle le plus à recevoir la lumière, eh bien chacun va avoir notre façon. Et c'est important aussi de voir que c'est lorsque je connecte mes contractions, ce qui se contracte en moi, et que je viens l'apaiser comme avec un baume de ma lumière, que là, ça s'ouvre et dedans, il y a la pépite. C'est comme les chercheurs d'or. Hein, ils tamisent la boue et puis ils trouvent les pépites d'or. C'est exactement ce processus-là, c'est le même en soi. Et cette pépite, c'est à la fois notre force et notre médecine et ce que l'on est capable de transmettre aux autres. En alchimie, on dit que l'âme, c'est Dieu qui s'est incarné et qui vient apprendre à se connaître. Donc c'est vraiment ça, c'est comment moi, je peux amener l'amour divin dans l'ombre, dans la densité. Et une fois que j'ai vu, moi,
comment je peux contribuer? Alors, je déploie ma médecine et je viens l'ouvrir au monde. La première étape, c'est d'aller voir en soi. C'est d'aller rencontrer ça et se l'offrir. Comme vraiment, la nature, elle nous enseigne ça tous les jours parce que les arbres, pour puiser leur force et se déployer, ils vont puiser dans les profondeurs de la terre. C'est vraiment l'inspire et l'expire. En fait, à partir du moment où on voit ça, on se rend compte que les épreuves de notre vie ne sont pas des épreuves, sont des initiations. Et ça, cette histoire, c'est l'histoire du mat. Alors, il faut savoir que le tarot de Marseille, il a été conçu d'après les enseignements de ce que l'on appelle la table d'émeraude. La table d'émeraude, c'est le legs de Thoth l'Atlante, que vous connaissez peut-être sous ce nom-là, mais peut-être vous le connaissez sous le nom de Hermès. Hermès Trismégiste, parfois, en alchimie, on parle beaucoup d'Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois né, ou Mercure, le messager des dieux. Thoth, c'est un Atlante, c'est-à-dire que c'est un être qui, à partir du moment où l'Atlantide a été engloutie, est parti, lui, en Égypte, d'autres sont partis au Pérou, d'autres sont partis en Chine, en Inde, enfin voilà, c'est aller à la rencontre de l'humanité pour continuer à distiller leur sagesse. Thoth l'Atlante, la table d'émeraude, elle n'est pas en émeraude. L'émeraude, pour les alchimistes, la pierre de la sagesse. Et une des manières de consigner tous ces apprentissages, c'est le tarot de Marseille. C'est-à-dire que c'est une version symbolique des enseignements des Atlantes. Et qu'est-ce que nous enseigne le tarot de Marseille? Il nous parle du chemin. Alors, vous voyez toutes les cartes là, hop, je prends le batteleur, ont un numéro ici. Et le mat, il en a pas, on l'appelle la non-nombrée. Parce que lui, il se promène. Le mat, c'est celui qui est venu s'incarner sur la terre. C'est nous. C'est ce fameux Dieu qui est venu s'incarner sur la terre pour apprendre à se connaître et vivre les initiations de la vie. Ce mat-là, il va apprendre à puiser justement dans les initiations de la vie, sa force évolutive. Vous voyez, il est toujours en mouvement, le mat. Il va jamais rester figé. Il va passer d'arcane en arcane et apprendre sa médecine. Donc, on a dans le tarot le mat et puis 21 arcanes. Et parmi ces arcanes, on a des grands maîtres initiateurs selon les transmissions atlantes. Et je vais vous en parler juste pour vous expliquer un petit peu le cheminement de l'âme. C'est un peu comme un conte. Voilà, donc il était une fois le mat qui venait s'incarner. Et donc ce mat, il va rencontrer le batteleur. Vous voyez, le batteleur, on l'appelle parfois aussi le magicien. Pourquoi on l'appelle le magicien? Eh bien parce que il comprend que c'est avec les 4 éléments, c'est-à-dire en faisant un avec l'univers, qu'il va pouvoir retourner à son essence divine. Je vais pas le mettre devant moi, voilà, à son essence divine. Donc vous voyez, il a déjà tous les prémices. Hein, dans le tarot, on a le bâton, l'épée, la coupe et le denier. Et donc là, le mat, il a des piécettes, c'est pas encore des deniers. Hein, il a un couteau, donc c'est pas encore l'épée. Il a une baguette qui n'est pas encore le bâton et il a un gobelet ou une tasse qui n'est pas encore la coupe, mais il a déjà cette conscience-là que c'est en faisant un avec l'univers qu'il va pouvoir reconnecter sa médecine et sa divinité, sa connexion à sa divinité. C'est lui qui vient donner toutes les clés. Donc, le mat rencontre son premier initiateur avec le batteleur. Ensuite, on va avoir la deuxième grande initiatrice, qui est l'arcane 8. Alors, vous verrez, c'est pas chronologique, qui est la justice. La justice, en fait, elle vient nous parler de la justice divine qui est bien loin de la justice des hommes, qui a des lois qui régissent l'univers et que ces lois prennent le pas sur la loi des hommes. Donc, elle vient nous parler à la fois de souveraineté, à la fois de nécessité de poser cet équilibre entre la matière et le divin, et elle vient nous remettre en conscience de ces lois cosmiques.
le battleur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il joue. Parce que la vie, c'est un Hmm. jeu, c'est le grand jeu de la vie. Voilà, et que forcément dans ce jeu, il y a des initiations, mais que l'essentiel, il est bien plus grand que juste euh, la rencontre émotionnelle avec ces initiations que l'on peut voir et que l'on peut vivre. Le second, le troisième enseignant, ça va être l'amoureux. L'amoureux, il parle pas d'amour, l'amoureux, il parle de choix. Et vous voyez, cette jeune femme, elle est en train de montrer où est-ce qu'on base ses choix. Et on les base au niveau du cœur. Il y aurait plein de choses à dire sur chaque carte. S'il y en a qui sont fans du tarot, peut-être ils seront déçus parce que je les survole, mais on n'a pas énormément de temps. Mais Ouais, voilà, l'amoureux, il vient, c'est le trait d'union. C'est lui qui nous dit comment tu souhaites mener ta vie, à qui tu donnes les rênes de ta vie. ouais. Est-ce que tu les donnes à cette part humaine qui peut vraiment nourrir des peurs de manque, une illusion de la séparation, ou est-ce que tu les donnes à ton cœur qui, lui, est en conscience, qu'il est un avec le tout et qui se souvient? Parce que notre corps physique, il se souvient pas toujours, même si parfois on a des douleurs et qu'on sait pas trop d'où ça vient et qu'on se rend compte qu'effectivement ça vient de vie antérieure, mais notre cœur, il se souvient. Voilà, c'est pour ça qu'on est attiré par des personnes sans comprendre pourquoi. Ouais. Ensuite, on rencontre la papesse. La papesse, c'est l'Atlante. L'Atlante par excellence, c'est-à-dire cette femme initiatrice qui, à un moment donné, a fait le choix de se voiler pour attendre que ce soit le bon moment, pour initier à nouveau l'humanité. Et donc, elle tient ce livre de sagesse qui est le grand livre de la vie, le grand livre du divin. Et justement, cette papesse, moi, les premières visions que j'ai eues dans les mémoires atlantes, c'était justement ces- toutes ces femmes dont je faisais partie qui nous sommes voilées parce que c'était pas le moment opportun pour pouvoir transmettre ce qui devait l'être à l'humanité et que on s'en remettait aux lois de l'univers et notamment à la loi du juste timing, quoi, du bon. Ensuite, eh bien, on va parler un des autres grands maîtres initiateurs. Donc là, vous comprenez bien que le mat, il a rencontré, d'abord, il s'est rendu compte que la vie était un jeu, qu'il fallait faire un. Ensuite, il se dit, ben, je vais, je m'en remets au divin et j'apprends à écouter mon cœur. Dans ce cœur, je rencontre ma sagesse et je retourne mon regard. Il y a quelque chose qui se passe en moi parce que j'ai reconnecté cette sagesse qui me fait voir le monde différemment, qui fait que je viens non plus donner la présence à mon ego. Vous voyez, là, quand on le regarde un peu comme ça, le pendu, on a l'impression qu'il est un peu orgueilleux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Quand il est comme ça, il y a cet acte de foi. Il y a ce quelque chose qui dit, c'est OK. Et puis, il s'enracine au ciel. Une fois qu'on a rencontré ça, on est prêt pour ce que l'on appelle le jugement. Le jugement, si on devait, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ben c'est l'archange qui, Gabriel, qui vient dire à Marie, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour porter le divin en toi, sous la forme de Yeshua? Eh bien, c'est ça, le jugement. On le reçoit tous. Alors, tout le monde vient pas nous proposer de porter l'enfant Jésus en soi, mais dans tous les cas, c'est vraiment cette notion de sortir, renaître. Vous voyez là, ce personnage-là, il s'extrait des mémoires de lignée pour vraiment s'affilier au divin. Voilà. Une fois que l'on a vécu ça, eh bien, il y a un ménage à faire parce que la vie, c'est pas, on a tendance des fois à se dire que l'ascension, elle se fait comme ça. Mais l'ascension, elle va redescendre et remonter, redescendre. Donc, on rencontre cette carte qui peut faire peur, qui est la non nommée. Et en fait, c'est celle qui vient faire table rase. C'est un phénix, hein, on aurait pu la représenter par un phénix. C'est elle qui vient faire table rase de tout ce qui était pour à nouveau bâtir au service du divin. Et vous le voyez, elle coupe les têtes, c'est-à-dire elle coupe l'ego.
Elle coupe les derniers reliquats pour vraiment être totalement au service du divin et incarner sa mission d'âme. Et ça, c'est l'histoire de chaque âme. Ensuite, nous avons le monde. Le monde, c'est une fois que j'ai connecté ma médecine, une fois que j'ai été capable là de descendre et puis de dire d'arrêter de juger, parce que là, c'est ce qu'elle raconte aussi. C'est souvent ces parts d'ombre. Hein, on imagine que c'est des choses ténébreuses, mais en fait non, c'est souvent nos parts d'ombre, c'est ce qu'on juge en nous. C'est ces blessures d'enfants qui se comportent de manière pas forcément acceptable dans la société, mais qui pourtant juste appellent à recevoir l'amour. Et un petit conseil, lorsque vous sentez ça, eh bien des fois quand c'est trop dur et qu'on a tendance à juger ça, imaginez que c'est un enfant. Imaginez que c'est un enfant qui demande de l'attention. Vous allez voir qu'on arrive beaucoup plus à déployer de compassion quand on imagine notre blessure et ces choses-là qui en nous crient ou qu'on fait taire, qu'on bâillonne. Si on les imagine comme les petits enfants qu'on a été, qui ont à un moment souffert, c'est beaucoup plus facile de l'accueillir. Une fois qu'on a fait ça, et baisser le rayonnement de notre médecine. C'est-à-dire, je suis prêt à l'offrir au monde. Ouais, ouais. Voilà, je viens me mettre au service de ça. Et si vous voyez bien, si vous regardez bien, ils ont la même posture. Il y a quelque chose qui est compris et puis qui a été ancré. D'abord, je vais le voir en moi et puis ensuite, je peux le rayonner. Donc, il y a bien un ordre pour le faire. D'abord, on fait pour soi et ensuite, on peut contribuer. Une fois qu'on a traversé, donc on a commencé à contribuer, on repasse un peu par des nettoyages. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a toujours un principe de polarité. Et en fait, quand on vit des épreuves et qu'on se les reprend et que la vie nous les resserre, c'est pas qu'on a échoué, c'est pas qu'on a mal fait, c'est juste qu'on va encore s'expertiser, si je puis dire. Et donc là, c'est ce que vient nous enseigner la Maison Dieu. La Maison Dieu, vous voyez, il y a la langue divine, hein, le feu divin, qui vient faire sauter la couronne, sauter la tête, pour que la lumière entre. Donc, en général, ça, c'est pas forcément agréable, mais c'est comme à nouveau, c'est une déconstruction totale pour une reconstruction merveilleuse, hein, évidemment. Une fois qu'on a rencontré ces maîtres initiateurs, on va être dans ce que l'on appelle la porte de l'âme, qui est le soleil, et c'est rayonner sa présence à Yam. Ayam, ce qui est merveilleux, moi j'adore l'anglais, je vous ai mis ça Inner Wisdom, parce que dans Inner Wisdom, on peut entendre dans sa sagesse, la sagesse de la mère divine, et la présence Ayam, que l'on écrit A-Y-A-M, c'est notre part la plus haute. Et les Anglais ont cette conscience tellement aiguisée qu'ils ont gardé Ayam pour dire je suis. Ouais. Voilà. Et ça, c'est cette présence solaire, c'est-à-dire c'est ces femmes lumière, c'est là. C'est là. C'est lorsque j'accepte. J'accepte l'initiation comme un cadeau et je m'en sers comme d'une corde pour descendre et pour ramener la lumière. Et enfin, l'avant-dernière grande porte, grand passage, c'est celui-ci, c'est l'étoile. Et là, je réintègre mes mémoires stellaires. L'étoile, on dit souvent que c'est Sirius. Beaucoup d'Atlas viennent de Sirius. Et c'est vraiment cette guidance qui est au-delà, c'est la guidance originelle. Et la dernière étape, eh bien, c'est à nouveau le battleur. Parce que on peut se réengager lorsqu'on a fait ça dans une contribution encore plus grande en allant à nouveau puiser dans ses ressources et sa connexion à l'univers et recommencer son cycle. Voilà pour ces quelques informations autour du chemin de l'âme. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque l'on reçoit ces enseignements pour soi, alors ça va servir le collectif. Ouais. Et c'est ça, cet être de cœur. C'est ça, cette ouverture. Et ça, eh bien, les femmes, alors là, on est dans quelque chose de très cyclique. Les femmes
nous saignons tous les 28 jours. C'est-à-dire que nous sommes alignés au cycle lunaire. Ça veut dire que tous les 28 jours, on fait un deuil. On rencontre la non-nommée. On rencontre je vais vous la reprendre au cas où vous en ayez besoin. On rencontre cet arcane-là qui vient faire table rase dans notre endomètre, qui vient expulser le sang qui n'a pas servi la vie pour faire à nouveau de la place. Et tous les 28 jours, on vit l'ovulation, c'est-à-dire un moment où notre corps se met au service d'autre chose. Donc évidemment que c'est plus simple pour les femmes de faire ces deuils et d'accepter d'aller dans les profondeurs pour éliminer ce qui a besoin de l'être, libérer et se mettre au service, parce qu'on est éduqué physiquement dans notre corps à ça. Ça ne veut pas pour autant dire que les hommes ne peuvent pas le faire. C'est juste qu'on est plus experte. Voilà. Donc, on apprend à le faire. Alors les hommes, ils vont plus être sur le cycle solaire. Ça veut dire qu'il y a les mêmes archétypes. Le cycle féminin, il va être basé sur 4 archétypes qui ressemblent sensiblement aux saisons que nous vivons ici. Enfin, même plus que sensiblement. C'est-à-dire un temps de printemps, juste là après les saignements où on est très très logique, loquace, pleine d'énergie. Un temps d'été, un peu comme la mer, c'est l'ovulation. Un temps d'automne où ça va être plus sensuel, on va être beaucoup plus, connecté à ça, intuitif, connecté à sa médiumnité, artistique, et un temps où on va plonger dans ces profondeurs qui est l'hiver. Eh bien, les hommes, dans le cycle lunaire, dans le cycle solaire, il y a ces 4 temps aussi. C'est juste que le temps que nous, on les fait 28 fois, les hommes, ils vont le faire une fois. 13 fois, pardon, excusez-moi. Les hommes vont le faire une fois, puisqu'il y a 13 cycles lunaires dans une année pour un cycle solaire. Mais s'il y a un conseil, c'est juste, plus on va se connecter à son féminin, à son yin, plus on va pouvoir écouter ses rythmes, revenir dans le silence, accueillir sa sensibilité, activer, déployer son chakra laryngé, et plus on va aller à la rencontre de son intuition, de sa sensibilité, et donc plus on va expérimenter tout ça. Un homme, il va devenir porteur de lumière. Il va devenir porteur de lumière, homme lumière, puisqu'il s'est incarné dans un corps d'homme, si tant est que dans ce corps-là, ça soit OK pour lui. Mais les femmes sont les initiatrices de ça, et il y a vraiment plein d'hommes qui se réveillent et qui sont les porteurs. La mission, elle n'est pas exactement la même. Les femmes, là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on venait absoudre les hommes pour leur mémoire patriarcale de violences faites aux hommes. Et ces hommes qui se révèlent, ils sont suffisamment forts et gardiens pour assumer ça, aller le visiter, le transcender. Et eux, vous, plutôt, votre grande mission, à mon sens, c'est d'aller communiquer ça aux autres hommes. Faites des cercles d'hommes, aidez les hommes à s'ouvrir à ça. Parce qu'il faut rien, il faut vraiment pas grand chose. Mais il faut juste que des premiers ouvrent ce chemin-là. Le féminisme a fait le lit du féminin sacré. Le féminin sacré a fait le lit du féminin divin. C'est-à-dire d'incarner vraiment ces mémoires-là. Les hommes, là, c'est maintenant, c'est vraiment le tout début. Et ils sont tellement inspirants pour les autres hommes. C'est comme des grands frères, en fait. Les femmes, dans la sexualité déjà, dans la sexualité, nous avons dans notre corps la possibilité d'accompagner les hommes à rencontrer leur profondeur, à revenir à cet espace de source. Donc il y a ça déjà. Il y a nos compagnons, nos fils, les hommes que l'on rencontre. On va pas les accueillir dans notre matrice physique, mais on peut les accueillir dans notre matrice énergétique, c'est-à-dire vraiment accueillir cette part sans retenue. Ça implique d'aller visiter ce féminin blessé, ce féminin qui peut avoir, parce qu'on a toutes dans nos mémoires de lignée, des mémoires d'abus, des mémoires de violence, des mémoires de soumission à l'homme.
Donc c'est accueillir ça et faire la paix, pacifier ça, pour pouvoir, les hommes qu'on rencontre, pas s'ériger, mais au contraire les accueillir. C'est ça la voie des porteuses de lumière, effectivement. C'est déjà pouvoir oser rayonner cette lumière-là, oser rayonner sa médecine, oser la proposer, oser voir la lumière dans les autres femmes. Parce que la notion de sororité est vraiment au centre de la voix des prêtresses et des porteuses de lumière, c'est-à-dire vraiment ce sentiment non plus d'être les unes contre les autres, ce qui a été comme induit dans les mouvements patriarcaux un peu d'il y a à peu près 400, 500 ans, et qui aujourd'hui sont à transcender, quoi. Sont vraiment à transcender. Ouais, ouais. Et donc c'est ça. Et puis après, une fois qu'on a réussi ça, absoudre et accompagner les hommes et accompagner aussi les autres femmes. Ce qu'on m'avait montré au tout début où j'ai connecté ça, c'est que en fait la femme c'est une lanterne avec un feu à l'intérieur. Et chaque femme qui va venir allumer sa lanterne dans le feu de la lanterne d'une autre femme, elle va pas affaiblir le feu Ouais, là où elle se sert. Au contraire, le feu va grandir et elle sera autonome. Ça veut dire qu'après, elle va pas avoir besoin d'aller retourner à la lanterne où elle a allumé son feu et elle va pouvoir en allumer comme ça. Et c'est ça, la médecine de la femme. C'est comme exponentiel. mmh. C'est une transmission qui est une transmission atlante, mais qui a été aussi transmise par les Esséniens, puisque les Esséniens, c'est une communauté spirituelle vraiment euh, très ancienne qui a permis de faire perdurer ce culte de la magie, ce que l'on appelle la magie des femmes, et notamment de cette ascension, de ce chemin ascensionnel des âmes.